Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de votre invitation. Pour préparer cette conférence, on m'a très naturellement envoyé des questions pour réfléchir à ce qu'on pouvait partager ce soir. Et en lisant les questions, je me suis dit, mais les questions qu'on pose, je me les pose moi-même. Et je crois que, comme beaucoup de femmes qui sont issues de l'immigration ou qui descendent aussi d'une histoire coloniale, qu'elle soit actuelle ou passée, on est toujours partagé entre qu'est-ce qu'on a profondément envie de devenir, qu'est-ce qu'on aurait dû devenir, qu'est-ce qu'on attend de nous d'être, et au fond, contre quoi il nous est prioritaire de lutter. Et j'en viens en fait à la problématisation première du sujet palestinien dans cette lutte féministe, qui est la condition des femmes palestiniennes. Et moi-même, en réalité, les figures féminines, femmes palestiniennes auxquelles je peux être amenée à me référer, c'est d'abord des femmes qui ont figé leur existence dans la lutte nationale palestinienne. Alors, il y a bien sûr dans la société palestinienne aussi des systèmes d'oppression, une réalité patriarcale quotidienne et contre lesquelles les femmes palestiniennes doivent aussi lutter. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toute la dimension féministe, en tout cas une grande partie de la dimension féministe de la lutte palestinienne chez les femmes, ça a été beaucoup de plaider pour l'intégration des femmes palestiniennes dans la lutte politique et dans la lutte politique nationale. Ça a été de défendre le sort des femmes palestiniennes emprisonnées, avec ce qu'il y a de spécificité dans l'oppression coloniale et l'occupation israélienne. Ça a été de aussi prendre les armes. C'est une dimension qui est aujourd'hui totalement absente du débat politique public sur la cause palestinienne, puisque la représentation aujourd'hui de la lutte palestinienne armée, elle est concentrée autour du Hamas, alors que historiquement, il y a eu de nombreuses femmes qui se sont aussi engagées dans la lutte et qui ont aussi pris les armes, mais ça n'a pas été quelque chose qui leur a été donné. C'est aussi quelque chose qu'elles ont dû arracher et aller se battre pour. Et donc il y a de nombreuses figures en fait palestiniennes, femmes, qui ont dû embrasser, si vous voulez, cette lutte féministe, mais à travers le cloisonnement qui reste une prison. Je le dis avec émotion, parce que moi aussi je me sens prisonnière en tant que femme de ce à quoi on m'a assigné en tant que réfugiée palestinienne, exilée, doublement exilée. C'est-à-dire que ma survie, moi, elle dépend d'abord et en premier lieu, et probablement jusqu'à la fin de mes jours, du colonialisme. Et c'est une prison, c'est-à-dire que c'est nos luttes de femmes, elles sont diluées dans une oppression qui nous est plus grande que l'oppression faite aux femmes dans la société palestinienne, et qui par ailleurs participe à invisibiliser totalement les enjeux que sont ceux des femmes palestiniennes dans la société palestinienne, ou dans les sociétés palestiniennes, puisque, comme chacun sait ici, la société palestinienne aujourd'hui c'est une société fragmentée, pas seulement géographiquement, mais aussi politiquement. Donc ça c'est extrêmement important, parce que si on prend le cas de l'Iran, la
système d'État. On a étudié, identifié les mécanismes d'oppression, et si vous voulez, on a une lecture à peu près claire. Pour les Palestiniennes, ce qui complique la chose, c'est que vous avez non seulement une fragmentation politique dans la société palestinienne, donc si vous prenez les femmes par exemple qui sont en Cisjordanie, elles ont l'autorité palestinienne. Si vous prenez les femmes qui sont à Gaza, elles sont dépendantes de l'autorité du Hamas. Si vous prenez les femmes réfugiées, comme ça a été le cas de ma famille, et qui sont en Syrie, au Liban ou en Jordanie, elles dépendent des systèmes politiques des États d'accueil. Et si vous prenez les femmes palestiniennes en Israël, elles sont dépendantes de l'autorité coloniale et d'occupation qui est celle du régime israélien. Et les Palestiniens d'Israël sont qualifiés de citoyens de seconde zone dans leur ensemble. Donc, mais il y a aussi des dimensions forcément qui se jouent pour elles en tant que femmes palestiniennes dans la société israélienne. Et donc, j'en viens à ce que je voulais un peu exposer aujourd'hui, c'est que les femmes palestiniennes ont de nombreux points de convergence avec les luttes féministes, qui plus est les luttes de la région, parce qu'on ne peut pas occulter la dimension régionale et les systèmes, le système patriarcal qui peut aussi être, qui a une dimension, qui peut avoir aussi des dimensions propres en fait à des sociétés et sur quoi il repose. Donc très naturellement, je veux dire, les enjeux des femmes françaises ici ne sont pas les mêmes que les enjeux des femmes de telle ou telle région. Néanmoins, il y a des points de convergence qu'on peut retrouver, qui sont on peut retrouver des agresseurs ou des oppresseurs communs, que sont bien sûr le patriarcat, que sont bien sûr les mécanismes de domination que vous pouvez retrouver dans les puissances étatiques ou pseudo-étatiques, parce que là en l'occurrence pour la société palestinienne, il n'y a pas d'État, c'est une autorité politique que l'autorité palestinienne, et du côté du Hamas, c'est une organisation, d'abord un mouvement religieux, ensuite un parti politique, qui s'est structuré en plusieurs temps, mais qui structure de part politiquement, qui structure la société dans laquelle il agit. Donc il y a bien sûr des points de convergence, mais il y a aussi des différences, et c'est sur quoi je vais essayer vraiment d'articuler l'essentiel de mon propos. Donc les différences dans les luttes, elles sont essentiellement sur la nature, comme je le disais, de l'oppression. Donc on a dans beaucoup des pays de la région une oppression, et en particulier avec l'Iran, une oppression étatique qui est basée sur l'idéologie d'un État théocratique. Et de l'autre, du côté palestinien, on a une oppression qui est d'abord une oppression marquée par l'occupation et la colonisation israélienne. Et si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la manière dont les femmes vont aussi s'organiser, on a des va-et-vient dans la société palestinienne, y compris dans les mouvements de résistance ou les formes de résistance masculines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture nette, il y a plutôt une hiérarchisation, mais qui s'opère encore une fois de par la nature de l'oppression, dans ce qu'il faut prioriser dans la lutte. Et donc, pour le schématiser, pour pouvoir être femme et se dire femme, pour les Palestiniennes, il faut d'abord qu'il y ait un État, une société palestinienne qui puisse survivre. Et c'est la même chose pour le mouvement queer. On a énormément dans la propagande israélienne des discours qui consistent à nous dire mais allez essayer d'être féministe ou queer chez les Palestiniens, vous allez vite voir ce qui va vous arriver. Et ça c'est une rhétorique coloniale en réalité, parce que si tout a été fait pour déposséder une société, bien sûr que le moment où la société palestinienne va pouvoir démarrer à questionner et réformer et lutter à l'intérieur de sa propre société, tout ça est retardé de par la colonisation et de par l'occupation. Et par ailleurs, ça participe
à invisibiliser tout ce qui a pu exister dans la société palestinienne sur cette dimension-là, et tout ce qui existe d'ores et déjà actuellement. Pas depuis la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez toute la période de l'empire, de la colonisation britannique, les femmes, elles ont été clés dans la révolution des années 30, qui est une révolution décoloniale, où elles ont même eu recours à des techniques qui consistaient à retravailler la langue arabe. Donc elles ont eu des techniques notamment pour communiquer avec des prisonniers, qui consistaient à changer des syllabes, notamment dans les chants populaires, à changer des syllabes des mots. Et c'est incompréhensible, hein. Moi quand je réécoute certains de ces chants, c'est impossible pour moi de comprendre ou de déchiffrer ce qui est dit. Et c'est des techniques qu'elles ont mis en place au moment de la colonisation, notamment britannique, pour pouvoir communiquer avec notamment les prisonniers, puisque les colons britanniques étaient aussi arabophones. Et donc, il y a plein d'histoires, si vous voulez, antérieurement à la création de l'État d'Israël, où le Palestinien, la Palestinienne, était déjà cantonnée à son statut de colonisé, de subalterne, la guerre qui est faite aux féministes, en fait, c'est une déshumanisation. Et le colonialisme aussi est une déshumanisation. Et donc ça, c'est très important en fait de l'avoir à l'esprit, et c'est ce qui empêche parfois, à mon sens, toutes les convergences de lutte qu'il peut y avoir entre les différents mouvements féministes. C'est le fait d'occulter toute cette dimension coloniale et ce qu'elle a comme coût pour la société palestinienne, et en particulier pour les femmes palestiniennes. Et je profite aussi un peu de cette tribune pour dire que moi j'en veux beaucoup au mouvement féministe blanc, qui a été le grand absent de toute la lutte qu'on mène depuis le début du génocide. Je ne comprends pas comment on peut se dire féministe quand on a un génocide en cours dont les victimes sont à plus de 70% des femmes et des enfants. Je ne comprends pas comment ça peut être audible d'avoir aujourd'hui des discours qui se disent féministes et qui tendent à totalement déshumaniser le sort des femmes palestiniennes, y compris parce qu'elles sont identifiées comme des femmes musulmanes. Et ça fait écho effectivement à ce que la première intervention, c'est que l'obstacle le plus grand auquel font face aujourd'hui les femmes palestiniennes, c'est pas seulement le régime israélien et la puissance coloniale à laquelle elles sont confrontées et qui les cantonne à d'abord survivre en tant que palestinienne pour ensuite pouvoir survivre dans la société palestinienne en tant que femme. C'est aussi et surtout le contexte international. C'est aussi et surtout l'instrumentalisation qui est faite ici ou là de la lutte des femmes iraniennes, de l'instrumentalisation qui est faite ici ou là de la pratique de la religion musulmane. Et on le voit d'ailleurs dans le contexte en France. Les femmes musulmanes, elles sont déshumanisées, y compris dans une bonne partie du banc du féminisme blanc. C'est-à-dire que le simple fait que ces femmes soient pratiquantes est un droit, je le rappelle, en France. Donc être pratiquante, ça peut aller effectivement jusqu'à le port du voile. Ce n'est pas un signe ni de radicalisation, ni de soumission. Et on a tout de suite opposé femmes musulmanes françaises ou en Europe, et même de d'autres pays, parce que moi j'ai pu l'entendre beaucoup, consistant à me dire mais il serait peut-être temps que vous fassiez chez vous ce que les Iraniennes sont en train de faire chez elles. Et tout a été fait pour tout de suite opposer les femmes qui portent, les femmes musulmanes qui auraient recours au port du voile et celles qui se battent pour le retirer, en dénaturant le sens même du combat des deux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des femmes qui se battent pour pouvoir exercer librement leur religion, et pour elles,
c'est une lutte féministe. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui n'entendent pas que les femmes musulmanes en fait sont aussi féministes quand elles disent j'ai envie de porter le voile. C'est un droit. Je ne comprends pas pourquoi je me fais agresser dans la rue pour ce prétexte. Je ne comprends pas pourquoi je suis instrumentalisée, insultée quotidiennement dans le pays dans lequel je vis, dans lequel j'ai une citoyenneté et dans le pays qui se targue d'être un pays laïque. Et de l'autre, on va avoir un schéma qui est vraiment néocolonial des femmes aussi iraniennes, c'est-à-dire qu'on va les définir. Pardon, je termine. Je conclue. On va juste les définir effectivement sous le prisme via lequel on a envie de les valider. C'est-à-dire que ces femmes, elles sont défendues parce qu'on valide chez elles le dévoilement des femmes. Et tout ça pour dire que le plus ralentir. Ah pardon. Et donc, tout ça pour dire que le sens les points de convergence qu'il y a dans ces luttes-là, c'est de se battre pour la liberté d'être ou de ne pas être, de porter ou de ne pas porter, de s'habiller ou de se déshabiller. Et c'est ça en réalité ce sur quoi nous avons intérêt à nous réunir, et c'est ça ce sur quoi nous sommes divisés. C'est-à-dire qu'on est divisés sur l'interprétation qui est faite de ce que nous sommes ou ce à quoi on voudrait nous assigner. Et les Palestiniennes, elles sont victimes de tout ça parce qu'on leur oppose effectivement une religion, alors que la société palestinienne, elle est diverse. Vous avez des femmes chrétiennes, y compris une communauté juive qu'on a totalement invisibilisée, y compris une communauté musulmane qui est majoritaire, mais y compris des femmes qui ne sont pas pratiquantes, pas croyantes, et voilà. Et c'est le grand défi auquel nous sommes toutes aujourd'hui confrontées. Et tout ça est lié, c'est-à-dire que les systèmes d'oppression et de domination qui existent dans les différents cas de figure qui sont évoqués ce soir, ils sont liés. Et ils sont liés notamment par cette actualité que nous avons à l'échelle internationale, qui est à la montée du populisme, qui est le néolibéralisme, qui sont des dynamiques politiques qui sacrifient les indigènes, qui sacrifient les luttes populaires, qui sacrifient les personnes qui sont en avant-garde en réalité de nos sociétés, c'est-à-dire qui luttent qui sont en avant-garde des luttes progressistes, et les femmes en font pleinement partie. Et le point de convergence pour nous toutes, il est là. Et nous sommes aujourd'hui divisés sur fond en réalité de racisme, d'intérêt néocolonialiste et de précarisation, de criminalisation même de ces luttes. En France, je veux dire, il faut quand même s'alerter quand on parle quand on est prêt même à qualifier des féministes de terroristes, quand on est prêt à qualifier les écologistes de terroristes. Et on est sur une pente, nous aussi, en France. L'extrême droite est déjà au pouvoir, en réalité. Elle gouverne par l'intermédiaire d'alliances politiques, mais elle est déjà au pouvoir. Et donc, ce sera vraiment ma conclusion. Les Palestiniens et les Palestiniennes se trouvent au cœur de tout ce changement mondial. C'est un des derniers conflits coloniaux au monde. Et il est intéressant de voir, pour comprendre la place des Palestiniens et des Palestiniennes, qui sont aujourd'hui les plus grands alliés de l'État d'Israël. C'est le régime en Argentine, c'est Bardella et Marion Maréchal Le Pen qui ont été invités en personne à se rendre en Israël pour une conférence sur l'antisémitisme. C'est les régimes les plus à droite de l'échiquier politique en Europe, notamment moi je suis au Parlement européen, et on voit effectivement les trois partis d'extrême droite qui sont les partis qui invitent le plus fréquemment des personnalités qui sont rattachées à la politique israélienne et qui viennent diffuser leur discours au sein du Parlement. Et ils ont trouvé des ennemis communs que sont effectivement autour d'une lutte qui est plutôt civilisationnelle en fait, qui est plutôt civilisationnelle, et c'est d'ailleurs comme ça que les Palestiniens sont définis dans ces discours, et les Palestiniennes aussi, comme des barbares, comme des animaux, et comme des systèmes
islamistes contre lesquels il faudrait lutter. Et c'est là où ils font notamment le parallèle en disant que les Palestiniens représenteraient l'équivalent du régime israélien, alors qu'en réalité, les systèmes d'oppression dont sont victimes les Palestiniens sont d'abord des systèmes coloniaux, néocoloniaux, mais aussi capitalistes. Il n'y a pas de colonialisme sans capitalisme, quoi. Et toutes ces deux dimensions que tu as très bien aussi développées, en fait, elles sont liées, elles sont intrinsèquement liées. Le pillage des ressources, rendre impossible la vie ou la survie d'un groupe, d'une communauté, c'est aussi ça, en réalité, le colonialisme et le capitalisme. Voilà, ça sera tout pour moi. On m'a demandé de réfléchir sur comment on pouvait penser toutes les alliances et avoir des solutions. Vraiment, je conclue avec une forme d'humilité parce que je me sens comme beaucoup de femmes palestiniennes tellement épuisées dans la première lutte qui est une lutte décoloniale où je me sens confisquée aussi de toutes les réflexions profondes qu'on pourrait avoir nous, Palestiniens, Palestiniennes, sur ce qu'on aimerait changer, ce qu'on aimerait arracher de victoire dans nos sociétés, de ce qu'on aimerait projeter pour nous, pour nos mères, pour nos sœurs, pour nos filles, et tout ça nous est confisqué par le colonialisme. Et j'espère que les mouvements féministes comprendront aussi qu'il n'y a pas de lutte féministe sans lutte décoloniale. Merci.